Si ces derniers mois, la réglementation en matière de sécurité routière n'a pas arrêté d'évoluer, il n'y a toujours rien qui interdit de conduire en tongs, même si c'est quand même déconseillé pour des raisons de sécurité évidentes. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast des gens qui sont en tongs au mois de janvier. Paul, est-ce que tu es en tongs en ce moment ? Non, je déteste ces tongs, je trouve ça vachement confortable. J'y arrive vraiment pas, quoi. Donc, du coup, je remplis pas totalement le stéréotype du digital nomade. Ah merde. Du coup, tu portes quoi en ce moment ? Je porte des chaussures Adidas, c'est les baskets, là. Je trouve ça tellement plus confortable. On peut les mettre dans l'eau, il n'y a pas de souci. Donc, le seul problème, c'est le sable. Une fois que le sable rentre, ça pose des difficultés. Mais après, bon, t'as absolument foiré ma blague, je fais une nouvelle blague. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le problème des gens dont le principal problème de chaussures, c'est le sable. Je suis Stan de marketingmania.fr et j'ai avec moi Paul de SayMachine.fr qui allait finir son point sur les chaussures et en disant que vraiment le seul désavantage, c'est le sable, mais pour le reste, c'est largement mieux, quoi. Voilà. D'accord. Merci de cette précision, Paul. Donc moi, là où j'habite, il n'y a pas de sable, j'habite à Ho Chi Minh Ville. Par contre, effectivement, comme on en parlait juste avant, on a été légèrement retardé dans l'enregistrement de ce podcast parce que j'ai voulu enregistrer depuis chez moi. Grosse erreur. Il s'avère qu'à côté de chez moi, il y a un espèce de chantier. Et ici, la façon dont les chantiers fonctionnent, c'est assez particulier. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est une bande de potes qui viennent quand ils ont envie et qui construisent un petit peu de temps en temps. Donc, en fait, pendant tout l'après-midi, j'étais tranquille, il n'y avait pas de bruit. Et puis, le moment où on a voulu enregistrer, ils ont sorti, je sais pas, une soudeuse ou une tronçonneuse. Ça faisait un bruit infernal. Donc, voilà. Pour épargner les oreilles de nos chers auditeurs, j'ai dû me déplacer dans ce charmant coworking avec des murs insonorisés. Je reviens à la question des tongs. L'autre aspect que j'ai totalement négligé, c'est que est-ce que tu as déjà essayé de courir avec des tongs ? On est d'accord, c'est une catastrophe. Oui. Alors qu'avec des bonnes baskets Adidas, non, tu cours super vite. Ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit, mais ça marche. Oui, il y a un certain nombre d'avions où j'ai dû sprinter avec mon sac sous le bras et des tongs. Oui, j'ai eu cette expérience. Effectivement, c'est le genre de moment où tu aurais voulu plutôt avoir des chaussures Adidas que des tongs. Je vais te concéder ce point, Paul. Donc, Et tu te dis à ce moment-là, de toute façon, toutes ces personnes-là, je ne les reverrai plus jamais. Donc, c'est pas grave si je me tape la honte au milieu de l'aéroport à courir avec mon gros sac et mes tongs. Ah, mais de toute façon, tu veux me taper la honte, je suis au-delà. Hein. Donc, aujourd'hui, dans le podcast Nomade Digital, on parle des chaussures du nomade digital. Non, pas vraiment. Aujourd'hui, dans le podcast Nomade Digital, on parle de comment devenir un nomade digital. En particulier, on va parler un petit peu, à mon avis, des clichés sur ce qu'est un nomade digital et de la réalité que nous, on voit sur le terrain, puisque ça fait un certain temps qu'on fait chacun ça. On a rencontré pas mal de monde qui le faisait en réalité, donc on pourra vous dire à quel point est-ce que c'est difficile, combien ça coûte, quelles sont les différentes voies que vous pouvez emprunter pour devenir nomade digital. Avant de commencer, mon petit call to action du jour, on a enregistré avec Paul, on va s'enregistrer 12 épisodes du podcast Nomade Digital. Selon les retours qu'on reçoit de votre part, on en enregistrera plus. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie d'en entendre plus de nous deux, vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les avantages et les inconvénients de porter des tongs, vous pouvez nous laisser une évaluation sur iTunes, puisque les évaluations sur iTunes sont vraiment le plus important pour un nouveau podcast. Donc pour faire tout ça, vous pouvez vous rendre assez facilement sur nomadedigitalpodcast.com où vous retrouverez tous nos épisodes, instructions pour s'abonner, etc., etc. Paul, la question que je vais te poser aujourd'hui pour commencer, devenir un nomade digital, est-ce que c'est difficile ? En tout cas, pas autant qu'on pense. Notamment, on sous-estime facilement en fait, notre capacité d'adaptation, qui en fait souvent dure 1 semaine, 2 semaines, et après on s'habitue facilement au nouvel environnement et aussi sent à l'aise. En fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent que soit je ne m'habituerai pas à la nourriture, je vais être tout seul. Il y a tous ces genres de problèmes qui en fait n'en sont pas vraiment parce qu'elles trouvent leur solution d'elles-mêmes. En fait. Donc ça, c'est un point de vue un peu plus mode de vie.
Après, financièrement, ça dépend des pays, mais si on veut vivre après correctement, on peut partir, c'est ce qu'on a fait cette année, moi, on peut partir pour 500-600 euros. Enfin, si on gagne 500-600 euros par mois, on peut partir, quoi. C'est pas impossible. On ne sera pas totalement. Il y aura un peu de stress lié à ça parce que 500-600 euros, t'es vite, tu passes vite dans le rouge, mais tu peux vivre là-bas. Et donc, si au contraire, tu gagnes peut-être déjà 1000 euros, là, t'es vraiment à l'aise, quoi. Ouais, je préciserais que pour les 500-600 euros, c'est effectivement possible. Il faut quand même avoir un petit peu d'économie. Je dirais que si tu absolument que 500 euros, tu prends quand même un gros risque parce que tu es à l'étranger, tu sais jamais ce qui peut arriver. Mais effectivement, je pense que beaucoup de gens, et c'est naturel puisqu'ils n'ont pas vraiment rencontré beaucoup de monde qui fait ça, beaucoup de gens ont cette idée que c'est un changement de vie semi-impossible, c'est un mouvement énorme, etc. Alors qu'au final, à partir du moment où tu peux générer ton revenu et tu peux partir, il suffit de prendre un billet d'avion, aller simple, tu débarques dans un pays, personne ne te demande rien, tu n'as pas besoin de remplir un formulaire pour devenir nomade digital. Dans certains pays, tu as besoin d'un visa, dans la plupart des pays, tu n'en as pas besoin. Tu débarques, tu loues un appartement et puis tu es parti, c'est comme ça que ça commence. C'est vrai, comme tu l'as dit, qu'il y a un choc assez important au départ. Mais peut-être que toi et moi, on a été un petit peu déplacés pendant nos études. Et donc, du coup, moi, j'avais intégré assez tôt que tu pouvais très facilement débarquer dans un nouvel endroit et t'adapter. Grosso modo, tu débarques dans un endroit, il faut trouver 3 choses. Où dormir, où travailler et où manger. Une fois que tu as ça, tu as couvert tes bases de vie principales. Et puis derrière... En Asie, n'oublie pas où boire parce que c'est important de ne pas boire n'importe où en Asie. Il faut toujours seulement les bouteilles fermées, pas le robinet, il faut éviter. Ouais, pas le robinet, pas l'eau du caniveau, pas l'eau de la mer, etc. Après, c'est dans cet ordre-là ou pas? Est-ce que c'est dans cet ordre-là? Pire le cabinet, deuxième caniveau, troisième eau de la mer, je suis pas sûr. Mais évitez toutes ces sources-là. Ouais, le podcast des bons conseils. On peut faire un débat. Est-ce que tu consommes de la glace dans les pays asiatiques? Oui, je suis pas non plus le mec chiant qui veut pas de glace non plus, quoi. C'est un peu de glace, si c'est un restaurant, ça passe, quoi. Je pense. Donc voilà, les glaçons, moi, ça m'a jamais posé de soucis, j'ai jamais été malade. Je vois beaucoup de gens qui débarquent pour la première fois qui sont extrêmement effrayés des glaçons. C'est ça. C'est comme triste comme peur, hein. La peur des glaçons. Ouais. Je connais pas de peur plus pathétique que la peur des glaçons, quand même. Alors, il y a 2 choses. Il y a la peur des glaçons et il y a le sacrilège du glaçon. Le sacrilège du glaçon, c'est quand on te sert une bière. Et puis, évidemment, ici, une bière, ça vient dans un mug avec des glaçons à l'intériérieur. C'est ça avec du vin, quand même. Avec du vin, ouais. C'est encore pire. Moi, je trouve ça totalement honorable, hein. Il fait chaud, le glaçon, ça apporte une valeur de rafraîchissement efficace. Mais il y a des gens, en partie, je me souviens d'avoir été à Chiang Mai, aller prendre une bière avec un groupe de Hollandais qui étaient horrifiés quand la serveuse a mis des glaçons dans leur bière, ce que je trouvais très drôle. Moi, j'ai totalement accepté ça. À ce stade-là, moi, je vais avec le flow, quoi. Faut être souple, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est important, mais en général, c'est quand on avait un nouveau pays, il faut pas essayer tout le temps de se raccrocher à ce qui existait dans le pays d'origine, ou pour la plupart des gens ici, la France. Faut être souple, faut juste accepter les choses sont comme ça, et puis c'est tout, quoi. Alors, on peut parler de la nourriture parce que moi, une des choses que j'ai remarqué avec les Français, en particulier quand j'ai commencé à vivre à l'étranger, c'est que certains Français se plaignent qu'à l'étranger, il n'y a pas de la nourriture française. Toi, ça t'a posé problème? Il y a notamment, par exemple, le saucisson, ça m'a manqué très fortement des fois. La raclette aussi. La raclette, j'avais des rêves de raclette. Mais globalement, en fait, on peut retrouver après toute la nourriture qu'on a dans le supermarché. Donc, il y a justement ces produits un peu le saucisson sec, Justin Bridou, vous ne trouverez peut-être pas. Du fromage à raclette ou du camembert. Vous trouverez du camembert le plus souvent, mais en fait, c'est hors de prix. Et c'est même pas du vrai camembert, c'est des camemberts en fait, pour les goûts asiatiques, donc beaucoup moins forts. Donc, c'est produit très, très français, vous ne le trouverez pas. Mais après, croyez pas que vous allez devoir manger que du riz pendant que vous serez là-bas, quoi. Mmh. À Ho Chi Minh, il y a un magasin. Donc, Ho Chi Minh, c'était colonisé par les Français. Il y a une certaine communauté française. Il y a beaucoup d'expats ici. Et donc, il y a un magasin qui est spécialisé à vendre les produits français de chez Français. Ça veut dire que, grosso modo, les mecs, ils envoient un gars chez Auchan en France. Ils achètent tous les trucs dans les rayons et ils le ramènent au Vietnam. Donc, tu as les trucs qui sont dans l'emballage français. Il n'y a rien marqué en vietnamien dessus. C'est le produit français qui a été importé. Tu as ta vache qui rit. Mais par contre, ça coûte 5 fois le prix que tu l'aurais payé en France. Donc, il faut vraiment se faire un trip de nostalgie pour aller vouloir bouffer du Lindt ou de la vache qui rit ou à Saint-Bridou, je sais pas quoi. Mais je trouve assez drôle qu'ils aient ce magasin où tu vois, c'est une espèce de réplique de supermarché français qui se retrouve dans un environnement totalement différent, mais avec tous les prix qui sont... d'abord, les prix sont x5 par rapport à la France, par rapport à ce que tu trouverais normalement ici. Tu te dis, putain, ouais, ma tablette de chocolat, j'aurais pu vivre une semaine, quoi, pour le prix de la tablette. Donc, C'est aussi ça, c'est
C'est une fois que vous êtes habitué à certains prix, c'est hallucinant parce que notamment quand je suis revenu en France pendant 2 mois et demi et je voyais un restaurant à 20 euros, mais j'étais horrifié quoi. Je me disais, un restaurant à 20 euros, pour moi, à 20 euros aux Philippines par exemple, ou même en Thaïlande ou au Vietnam, 20 euros c'est un restaurant de luxe quoi. C'est le très haut de gamme. Et donc vous allez après devoir vous réhabituer dans le sens Ouais, inverse. tu deviens un peu pingre quand tu reviens. Très T'as l'impression pingant. que tout coûte une blinde, tu vois. Après, On t'arnaque constamment, toi ouais, c'est personnellement ça, quoi. c'est 8 euros pour une bière, mais quel scandale, tu vois, à la brasserie parisienne. C'est ça. Voilà, on a parlé de tout ça. Et on a vu que ça demandait pas tant de ressources financières, que vous allez pouvoir vous adapter, etc. Le problème, c'est que je pense que pas mal de monde n'ont pas ce moyen de générer même 500, 600 euros. Ce que tu découvres ici, c'est que les gens que tu rencontres en nomade digital ont différentes sources de revenus assez diverses et variées. Et on va un peu ensemble lister et discuter les différentes options qui existent pour générer votre revenu en tant que nomade digital. Et évidemment, on va commencer par la première option qui est d'être entrepreneur, puisque c'est ce qu'on fait tous les deux. Ah, il y a une autre option encore avant que tu n'as pas mis dans le plan, mais c'est d'être retraité en fait. D'accord. Donc si vous avez plus de 65 ans, que vous avez plus de 1000 euros de retraite et que vous écoutez ce podcast, c'est totalement faisable. Hein. Donc n'hésitez pas. On peut partir maintenant sur les options un peu plus normales pour les gens sûrement qui écoutent ce podcast. Tu veux dire C'est qu'on n'a parti, pas ça. une majorité de plus de 65 ans dans notre podcast internet? C'est pas sur la démographie. Après, honnêtement, s'il y a quelqu'un de plus de 65 ans qui veut nous contacter, ce serait génial. Ah ouais, ça serait intéressant. D'ailleurs, Paul, est-ce qu'on peut se faire un petit challenge? On n'en a pas parlé ensemble avant, donc je vais peut-être te mettre sur la sellette. Mais est-ce qu'on peut se dire que si un auditeur de ce podcast se retrouve à un moment donné dans une ville où on est un de nous deux, on s'engage à aller à leur payer une bière pour les remercier de nous avoir suivis et d'avoir fait le bond en avant de débarquer en Asie. Ça ne compte pas forcément si on est en France, mais si on est à l'étranger, que quelqu'un se retrouve dans la même ville que nous, moi ça m'intéresserait en tout cas que vous me passiez un email et qu'on aille discuter de tout ça. Je pense que le premier jour où quelqu'un me dira je suis devenu nomade digital grâce à votre podcast, j'aurai la larme à l'œil. Moi, je lui offrirai un repas carrément. Quoi. Voilà, quel grand prince. Donc parlons rapidement de qu'est-ce que ça veut dire d'être entrepreneur. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent auront déjà un bon sens des différentes façons dont vous pouvez faire du business en ligne. Faire du business en ligne, ça ne vous demande pas d'être Steve Jobs, d'être Richard Branson ou même de faire des millions. Voilà, si vous pouvez monter un site qui vous rapporte un petit millier d'euros, si vous pouvez faire des sites de niche, si vous pouvez faire un podcast, même si le podcast, ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire du revenu rapidement. Si vous pouvez faire comme fait Paul, de la vente en e-commerce ou en particulier sur Amazon avec Amazon FBA, c'est tout un tas d'options qui peuvent vous permettre, comme c'est un petit revenu qu'il vous faut, tout un tas d'options que vous pouvez utiliser pour en arriver là. Ceci dit, si vous commencez vraiment de rien, vous n'avez pas d'argent du tout à investir, ce que je conseille, c'est de commencer par la création de revenus, la création de contenu plutôt, qui reste la meilleure méthode si vous n'avez pas d'argent à investir. C'est commencer justement par créer du contenu sur quelque chose qui vous intéresse. Et même si ce projet-là ne mène à rien, au moins ça vous force à vous lancer. Et tout le monde s'intéresse à quelque chose sur lequel il peut écrire ou faire un podcast ou faire des vidéos ou peu importe. Enfin, il suffit de ça pour être entrepreneur. Il n'y a pas besoin de beaucoup de plus, quoi. Alors moi, je vais un peu te challenger sur ce point-là, parce que à mon avis, si vous voulez devenir digital nomade et que vous partez de zéro, le meilleur endroit pour commencer, à mon sens, c'est de devenir freelance. Pourquoi? Parce que voilà, si tu veux monter un site, créer du contenu, avoir du trafic, etc., tu as toujours une courbe d'apprentissage qui peut être assez longue. Tu as une courbe au départ où tu fais un peu n'importe quoi, où tu as du mal à te lancer. En général, faire du freelance, c'est une façon assez rapide de monter des revenus, surtout si vous avez besoin disons, entre 800 et 1000 euros par mois. Si vous avez déjà un boulot, si vous travaillez quelque part ou si vous avez une compétence quelle qu'elle soit, vous avez déjà une compétence pour laquelle on vous paye, vous avez quelque chose qui est monétisable. Si vous n'avez pas de compétences, parce que c'est ça qui est dur avec le freelance, c'est que si on a comme moi, c'était un peu mon cas, parce que j'avais juste fait des études, j'ai rien fait de plus. Si on a des compétences que basiques, par exemple la rédaction d'articles ou la traduction français-anglais, la freelance, c'est quand même, moi j'en ai fait, mais il y a une concurrence tellement monstrueuse sur justement on va dire les compétences assez communes, la concurrence est très dure. Et c'est effectivement, si vous avez une vraie expertise,
là, vous pouvez facilement devenir freelance et vous faire payer correctement. Mais si vraiment vous n'avez pas d'expertise spécifique, je trouve que c'est assez dur. Après, tu peux apprendre, il y a tout un tas de bidouilles que tu peux faire. Bah, par exemple, ouais, moi, je gère pas mal de campagnes Facebook. Bon, ça, c'est venu très rare. C'est pas un très bon exemple, c'est pas comme ça que j'ai commencé. Mais par exemple, on fait ce podcast, il nous faut quelqu'un pour faire le montage audio derrière. Donc, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui s'en occupe, Gilles, qui habite d'ailleurs en Thaïlande. Donc voilà, ça peut être une variante. Si vous avez une compétence qui est monétisable, moi je vois beaucoup de gens qui sont freelance autour de moi et qui font ça. Une alternative à faire ça, qui peut être assez difficile à négocier ou possible selon votre situation, c'est le travail à distance. Donc je vois pas tant de gens que ça qui le font, mais il y en a. C'est ça, on en parle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même. En fait, il y en a beaucoup qui proposent, en tout cas des bureaux américains, qui en fait presque de forcer votre boss à faire ça en gros. Que vous faites progressivement, vous dites pas salut patron, je vais me barrer en Thaïlande, et je ferai quand même mon boulot correctement parce qu'il va vous dire c'est n'importe quoi. Par contre, vous pouvez demander est-ce que je peux rester une semaine chez moi, je fais le travail. Et si vous voyez que le travail est de la même qualité, vous pouvez me laisser chez moi. Et ensuite demander je vais changer de pays, est-ce que c'est possible quoi. Et aller assez progressivement à montrer que l'idée c'est de montrer à votre patron que vous ferez un travail au moins aussi bien, même en n'étant pas au bureau quoi. Une des choses qui était aussi mentionnée, à mon avis, dans le bouquin de Tim Ferriss, c'était que vous allez dépenser beaucoup moins d'argent si vous souhaitez, en particulier, aller en Asie ou en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est, ce qui vous permet éventuellement de prendre un salaire moins important. Il faut savoir que maintenir des bureaux, ça coûte cher. Il y a un certain coût à avoir un employé qui est dans un bureau, etc. Donc, ça peut être quelque chose qui est négocié. Vraiment, j'aurais pas la naïveté de dire que tout le monde peut le faire. Dans certains cas, ça peut être fait. Je connais des gens qui le faisaient avec un certain succès, même si les gens que je connaissais qui le faisaient commençaient au bout d'un moment à être fatigués des histoires de décalage horaire, etc. Mais ça peut être une façon de commencer. Surtout qu'une fois que vous avez mis le pied hors du pays, ça devient vachement plus facile de rester, de continuer à trouver des choses, à rencontrer du monde, à faire des opportunités, etc. Le dernier élément que j'avais noté qui vous permet de devenir un nomade digital, je pense que ce ne serait pas super applicable à beaucoup de gens, mais on voit encore des gens, c'est devenu moins commun qu'il y a quelques années, mais on voit encore des gens qui font tout un système de poker, de paris en ligne, de trading, etc. Toi, je déconseille tellement ce truc-là. Je déconseille absolument aussi. Ceci dit, on voit encore des gens qui le font et moi, je trouve ça assez drôle. Je vous déconseille absolument. Si quelqu'un vous vend un produit sur Internet, une formation, on vous dit voilà comment apprendre à faire du poker en ligne, c'est une arnaque. Le trading en ligne, c'est toujours une arnaque, etc. C'est des choses qui sont très compliquées à faire, très difficiles. Il y a des gens qui le font, ça existe. En particulier, il y a pas mal d'Américains apparemment qui sont dans certaines villes au Mexique où ils font que tous du poker. T'as des communautés entières de mecs qui font que du poker. Mais voilà, c'est probablement pas. Si vous souhaitez vous lancer, la façon la plus simple, c'est de faire entrepreneur ou si vous avez certaines compétences. Après, je vais vous expliquer comment ils font. Ceux qui vivent du poker, je vais expliquer comment ils gagnent leur argent. En fait, ils gagnent leur argent en plumant les gens comme vous qui pensent qu'ils peuvent commencer au poker, quoi. En fait, c'est un peu ce système-là. Ouais. Des joueurs expérimentés qui vivent du poker parce qu'ils massacrent les joueurs qui commencent en voulant devenir riches grâce au poker, quoi. Donc, je pense que le mieux, c'est de ne pas du tout rentrer dans le jeu à part si c'est juste pour le fun, mais pas comme moyen de gagner sa vie. Surtout qu'au final, il y a quelques compétences statistiques, mais vous n'allez pas non plus acquérir des vraies compétences qui après pourraient se transitionner en autre chose, quoi. Ouais. Donc, Paul, tu m'avais conseillé de ne pas mettre cet élément du poker et des paris en ligne dans le plan. Tu avais sans doute raison. Parlons ensemble des différents types de nomades digitaux parce que c'est quelque chose qu'on a rapidement mentionné dans l'épisode 1 de ce podcast, c'est-à-dire que tout nomade digital ne fonctionne pas de la même façon. Et en particulier, si tu veux rester productif, il y a des façons qui sont plus ou moins efficaces que d'autres. Donc, pour commencer, Paul, qu'est-ce qu'on a appelé les voyageurs permanents ? À vrai dire, c'est un truc que j'ai rencontré très peu de gens. Enfin, j'ai vu très peu de gens le faire, en fait. L'idée, c'est vraiment de constamment être sur la route. Mais comme je dis, j'ai essayé, moi, pendant une semaine. Une semaine, c'est pas long. Mais je trouve ça très, très dur d'arriver à vraiment monter son business en faisant que ça, quoi. Par contre, il y en a beaucoup qui le font en vivant avec très peu. Il y en a certains qui ont... j'ai rencontré notamment, je crois que c'était un Russe, qui depuis 5 ans, en fait, il avait hérité de l'argent et depuis 5 ans, il vivait sur 300-400 euros par mois en voyageant constamment, en prenant les bus locaux, en allant dans les guest house. Donc, j'ai plus rencontré ce genre de personnes-là.
Mais du coup, c'est pas vraiment des nomades digitaux parce qu'ils n'ont pas d'activité. Des nomades digitaux avec une activité qui voyage tout le temps, tu me diras peut-être toi si tu en connais. Mais moi, ça me paraît très compliqué, quoi. Non, c'est presque impossible de bouger autant que ça et de rester productif. C'est très très difficile. Il y a plusieurs raisons. On en a parlé la dernière fois. Mais il y a un aspect que c'est assez fatigant de devoir toujours bouger d'environnement. Il y a aussi un aspect, et moi je le reconnais depuis que je suis ici, de l'importance de ta routine quotidienne, d'avoir une certaine structure, de pouvoir bosser, de pouvoir te concentrer, de savoir où tu vas bouffer, tu vois, de pas devoir en permanence être en mode survie, où est-ce que je dors, où est-ce que je bouffe, chercher du wifi, chercher des prises, etc. C'est quelque chose qui va très rapidement bouffer l'ensemble de ta motivation et de ton énergie. Donc c'est très difficile d'être voyageur permanent et en même temps monter un business. Ce que je vois beaucoup, c'est les gens qui ont monté un business en étant stable, en France, tu vois, qui quittent leur boulot, qui quittent la France, et qui se retrouvent pendant 3 semaines à voyager comme des malades, à rebondir entre 50 pays. Et au bout de 3 semaines, ils disent, bah, je peux plus, quoi. Ça fait 3 semaines que j'ai rien foutu. Si je veux que mon business continue à se développer, à avancer, il faut que je me pose et que je trouve une meilleure façon de fonctionner. C'est ça, c'est un peu attrait. Je sais pas si tu connais, c'est notamment par exemple pour ça que Mark Zuckerberg, je sais pas, tu sais, il s'habille toujours de la même manière. Et Barack Obama aussi, c'est parce qu'en fait, il y a le principe de ce qu'on appelle les Anglais. En fait, c'est facile à traduire en français. La fatigue décisionnelle. L'idée qu'en gros, c'est que même vous pouvez être Barack Obama, vous avez une certaine capacité à faire des décisions chaque jour, quoi. Et justement, en travaillant, en voyageant beaucoup, vous faites sans même vous rendre compte, vous faites beaucoup de décisions chaque jour. Alors que si vous êtes plus stable, vous avez un peu vos routines qui vous permettent justement d'éliminer cette fatigue décisionnelle et d'être plus efficace dans votre business. Ouais. Honnêtement, moi, dans ma journée, il n'y a pas une décision qui arrive avant que je sois sur mon ordinateur en train de bosser. Ça veut dire que la façon dont je me lève, ce que je fais le matin, où je vais bouffer, ce que je bouffe, ce que je lis pendant que je bouffe, même comment je m'habille, tout ça, c'est automatisé, grosso modo. C'est ça qu'on entend comme ça de l'extérieur. Maintenant, je comprends, mais quand on entend ça de l'extérieur, c'est vachement déprimant quand même. Ça te dit, tu vas acquérir ta liberté pour au final l'automatiser, quoi. Bah, je sais pas. Alors moi, tu vois, ça m'a toujours semblé absolument le kiff. Qui a envie le matin de se galérer, à se dire où est-ce que je vais, etc. J'ai mon truc qui est bien, c'est parfait, c'est confortable, il n'y a aucune friction, et je me concentre sur des choses qui m'intéressent, tu vois. Que ce soit faire des tâches créatives, faire de la vente, enregistrer ce podcast. Une des raisons pour laquelle on est capable d'enregistrer ce podcast, c'est parce que ouais, autour, on n'a pas besoin de se galérer à savoir où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va bouffer, tu vois, tout ce qu'on va faire, etc. Enfin, en tout cas, après, moi, je suis plus routinier qu'un autre, hein. Je pense que Paul aura moins de structure au quotidien, surtout que là, tu viens de bouger. Un peu plus bordélique, quoi. Ouais. Moi, j'habite à Ho Chi Minh. Bah, je suis arrivé il y a 1 an et demi. Entre-temps, j'ai passé du temps à Barcelone, etc. J'ai passé du temps en Europe. Mais moi, ça fait assez longtemps que j'habite ici, que je connais les endroits, que tu vois, j'ai pris mes habitudes qui fonctionnent pour moi. J'ai vraiment un système qui marche. Une des choses que ça me permet, c'est de commencer ma journée en beauté, par exemple. J'ai enfin repris l'habitude de faire de la méditation tous les matins, etc. C'est quelque chose, la méditation, qui est extrêmement difficile à maintenir, pour moi en tout cas. Et sans structure autour, j'ai pas la motivation tous les jours de me forcer à m'asseoir pendant 15 minutes où j'ai juste envie de bondir dans tous les sens, que c'est très compliqué. J'ai eu peur quand tu as commencé. Moi, je commence la journée en beauté. J'ai pour habitude j'ai cru que tu allais me dire de me maquiller. Bien sûr, oui. Un petit peu de gloss. Et après, je suis très belle pour aller, Bien sûr, travailler sur mon business. C'est absolument automatisé. Donc voilà. Donc ce mode, c'est ce qu'on a appelé le slow travel ou le voyage lent. C'est-à-dire toi, t'es très lent quand même. Là, 1 an et demi, tu commences à être. Bah moi, si tu veux, moi j'ai un rythme où je bouge tous les 6 mois, grosso modo. Donc pour moi être lent, c'est ça, c'est bouger tous les 6 mois. Donc j'habite dans un endroit pendant 6 mois parce que quand t'es là 6 mois, c'est pas vraiment du voyage, t'es là, t'habites. Donc grosso modo, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en Asie pendant 6 mois en 2013, je suis revenu 6 mois en France, je suis revenu ici à Ho Chi Minh pendant 6 mois, je suis reparti et j'ai habité à Barcelone pendant 6 mois, après j'ai fait 2 mois à Paris et après je suis revenu ici et là ça va faire 5 mois, tu vois, donc d'ici 1 mois ou 2, je vais rebasculer en Europe. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Tu vois, j'alterne tous les 6 mois. Par ailleurs, moi, je suis tombé absolument amoureux de Ho Chi Minh Ville. C'est pour ça que je suis revenu. Je connais beaucoup de monde, j'ai tous mes trucs ici, etc. Donc, j'avais envie de revenir ici. Donc, tu as un côté où c'est toujours cette tension où tu vas bouger et qui joue en particulier sur tes possessions. Alors, je sais pas à quel volume de possession toi, t'as, Paul. Tout tient dans un sac, moi. Tout tient dans un sac, ouais. Tu mets le sac en soute ou tu le prends avec toi en bagage à main? Non, je le prends toujours avec moi en bagage à main. Et ça, c'est une liberté monstrueuse que je conseille à tout le monde.
Et en fait, honnêtement, on peut tous vivre avec un sac. Ce sera un sac assez lourd quand même. Moi, le mien, normalement, c'est limité à 7 kilos, mais en fait, il ne contrôle jamais. Donc, le mien, il est aux bonnes dimensions, mais il pèse, notamment parce que j'ai un PC portable très lourd, il pèse quand même 10-11 kilos, donc j'ai quand même beaucoup de choses. Mais vous économisez tellement de temps à l'aéroport, vous économisez tellement de stress aussi en vous disant, parce qu'il faut savoir qu'il y a 1% en Europe des bagages en soute qui sont perdus, ce que je trouve hallucinant, qui ne s'améliore pas. 1% en Europe. Mais à mon avis, avec les compagnies aériennes low cost en Asie, ça va être beaucoup plus. Et donc, de ne pas avoir ce stress constant de se dire, putain, est-ce qu'ils vont pas me paumer mes bagages? Vraiment, il y a tellement de raisons qui font que je vous conseille vraiment de partir juste avec un sac. Je pense que personne n'avait le stress avant, mais maintenant que tu nous as mis en tête la stat des 1%, maintenant tout le monde stresse à fond et on s'est réalisé que c'était un vrai danger. Un autre conseil, on peut donner un petit pro-tip. Si vous allez dans un pays asiatique, ne prenez pas un bagage à roulettes. Le bagage à roulettes, c'est pratique sur les sols plats et confortables. Dans un pays asiatique où le trottoir est complètement pourri, où il y a des gens qui vendent. Non, dis pas le trottoir complètement pourri. Il n'y a pas de trottoir, il est en terre battue. Il y a des grands-mères qui vendent de la soupe sur le trottoir. Vous devez contourner, vous devez esquiver des motos, etc. Ne croyez pas qu'un sac à roulettes va vous faciliter la vie. Limitez au maximum les choses. Donc, moi, c'est pareil. J'ai un petit sac à dos que je transporte en bagage à main. J'ai pas checké de bagage depuis des années. Il y a beaucoup de temps à l'aéroport, ce qui est assez confortable. D'un côté, c'est aussi un choix de lifestyle, il faut le dire. Tu peux pas avoir autant de choses que les autres gens. Moi, j'achète rien du coup. Enfin, j'achète rien de matériel parce que toute chose que j'achète doit éliminer autre chose dans ma garde-robe. Donc, par exemple, récemment, j'ai été acheter des fringues à Singapour parce que j'avais besoin de nouvelles fringues. Quand j'achète conseil shopping. Ouais, quand j'achète des shorts et des t-shirts, ça veut dire que je dois jeter mes anciens shorts et mes t-shirts parce que j'ai pas de placard ou laine. Enfin, ici, je peux les mettre pendant que je suis ici, mais dès que je vais bouger, je vais pas repayer un supplément bagage pour me trimballer tout un tas de conneries. J'achète pas de vase, j'achète pas de meubles. C'est ça, à chaque fois qu'on s'arrête, que je vois tous les trucs touristiques où tout le monde s'arrête, je me dis, moi, jamais de la vie, j'achète un truc. Déjà que j'ai pas assez de place pour les trucs utiles. Un truc inutile, je ne considère même pas. T'es vraiment un ranger. Chaque possession qui va dans ton sac doit avoir une utilité vitale. Tu vois, c'est vraiment ton téléphone portable, tes écouteurs, ton ordinateur, peut être incarné avec du papier, tu vois, les habits dont tu as besoin, etc. Mais non, par exemple, j'ai même pas de ceinture, tu vois, parce que pour moi, une ceinture, je m'en sers pas. Alors pourquoi me trimballer un truc dans X pays quand je m'en sers pas? Après, c'est chacun ses besoins, chacun son mode de vie. Mais c'est vrai qu'après, c'est un trade-off, quoi. C'est un sacrifice. Mais aussi un truc important avec le street travel, c'est qu'en termes de logement, c'est beaucoup moins cher parce que souvent, il y a beaucoup d'appartements en fait, qui proposent différents prix en fonction si vous restez. Déjà, c'est dur de trouver un appartement pour un mois. Généralement, le minimum, c'est 3 mois. Et justement, 3 mois, 6 mois, vous avez différents prix au mois, en fait. Et donc, justement, si vous restez que 2 semaines à un endroit, vous allez devoir rester à un hôtel. Et les hôtels, c'est infiniment plus cher que les. Enfin, c'est pas, pour nous, Français, ça paraît pas cher, mais c'est infiniment plus cher qu'un appartement. Par exemple, ici à Chiang Mai, si vous voulez un appartement, une chambre pas trop mal située, vous en aurez peut-être pour entre 150, peut-être plutôt entre 200 et 300 euros. Quoi. Par contre, même si vous voulez un hôtel moyen, pas ouf, vous en aurez un minimum pour 600, 700, 800 euros. Quoi. Donc c'est un truc aussi à considérer dans vos coûts. C'est moins cher de rester plus longtemps au même endroit. Une autre catégorie qui est légèrement liée, c'est ce qu'on a appelé les voyageurs intermittents. Donc, un voyageur intermittent, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a une base, donc par exemple quelqu'un qui habite en France et qui prend 2-3 mois dans l'année pour aller voyager, aller vivre dans une autre ville. Ce que Tim Ferriss appelait les mini-retraites, aller vivre 2 mois à Prague ou à Barcelone ou à Berlin ou en Colombie, etc. C'est les gens qui ont la flexibilité de pouvoir prendre des longues vacances, puisque quand tu vois la plupart des gens en France voyagent sur un créneau général de 2 semaines, parfois 3 semaines, mais rarement plus. Faire un vol intercontinental pour passer 10 jours quelque part, en fait, c'est pas si rentable que ça en termes de temps, d'énergie, etc. Donc, si tu as la flexibilité, pourquoi ne pas y aller passer à chaque fois 1 mois, 6 semaines, 2 mois c'est le choix que font beaucoup de gens, en particulier qui ont des familles, puisque à partir du moment où tu as une famille, les enfants ont quand même des longues vacances l'été, etc. Donc, tu peux faire ce genre de choses. Ça te donne à la fois la possibilité de voyager et la possibilité d'avoir une base, d'avoir une vraie maison, d'avoir des vraies possessions, d'avoir quelque chose de stable pour ceux qui ont besoin plus d'avoir des routines et des racines, pardon. Parce qu'on peut le dire. Paul, t'as quel âge?
Moi, j'ai 22 ans. Voilà, moi j'ai 24 ans. Je pense qu'on peut avoir l'empathie de se dire que les gens qui Et sont un peu 3 plus enfants, quand âgés. même, hein. Ah oui, bien sûr. On peut avoir l'empathie de se dire que les gens qui sont plus âgés, voilà, qui ont quelques années de plus, qui ont plus de bases, qui ont plus de racines, ou peut-être qui ont des attachements familiaux particuliers, etc., ont envie d'avoir une base, tu peux quand même rester nomade digital, c'est-à-dire que tu peux continuer à bouger, à voyager, à voir des choses en ayant ce mode-là. Voilà. Ou tout simplement des gens qui se sentent bien en France, mais qui ont quand même envie de temps en temps d'un peu de dépaysement, quoi. Si vous aimez votre vie en France, mais quand même des fois, une petite plage paradisiaque, ça vous tente. Peut-être qu'il vous suffit d'1 ou 2 mois par an pour que ça vous satisfasse, et ensuite vous retournez en France, là où vous avez votre vie, quoi. Ouais, t'as raison de le mentionner. Bah, c'est le choix que font beaucoup de gens dans mon réseau professionnel. Bah, la plupart des gens qui sont dans mon réseau professionnel sont des entrepreneurs ou tu vois, des consultants, etc., qui n'ont pas de raison particulière de rester à Paris ou en France, mais qui choisissent de le faire et puis qui en profitent pour faire, voilà, pour faire des passages à l'étranger. En particulier, là, on a été dans une période où il faisait froid en France et où beaucoup de gens qui avaient la possibilité ont été passés quelques semaines au chaud. Et on pense à vous, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent dans le froid. Oui. D'ailleurs, sachant que j'ai commencé l'épisode en insistant bien sur le fait qu'il faisait chaud chez nous et qu'on portait des tongs. On pense à vous. Donc, on pâtit. Et voilà. Donc, on arrive sur notre section lifestyle. Paul, est-ce que tu as une recommandation pour moi? Ma recommandation, qui est très connue maintenant, d'ailleurs, hein, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment un nom de marque ou si c'est juste une idée générale, mais c'est ce qu'on appelle morning routine. Donc, qui est très lié en fait au principe du digital nomade et justement quand on voyage un peu, voire beaucoup, c'est en fait d'avoir tous les matins pendant, on va dire, après 1 heure, d'avoir des choses qu'on fait de manière rituelle en fait. Et ce qui est hallucinant, c'est que ça a 2 aspects très positifs. Déjà, on se rend compte que en 1 heure le matin, on arrive à faire beaucoup de choses. On se rend pas compte à quel point on peut faire. Et alors, honnêtement, quand j'ai commencé ça, des fois, je me suis dit, en 1 heure le matin, j'ai fait plus que je pouvais faire des fois en une journée, quoi. Donc, à ce point-là. Et l'autre point, c'est que ça met dans le bon mindset, dans le bon état mental dès le matin, quoi. Ça évite de commencer, parce que généralement, si vous commencez à procrastiner dans la matinée, ça va pas s'améliorer, quoi. Parce que votre énergie va baisser de plus en plus au cours de la journée. Et justement, ça va empirer, vous n'allez rien faire de la journée. Donc, l'idée, c'est de... Donc, tu peux nous donner ta morning... Morning routine. J'ai plus de mots. Tu peux nous donner ta routine matinale du moment? Déjà, ça commence par boire beaucoup d'eau, et de l'eau fraîche, en fait. Et ça, c'est hallucinant, l'effet. On sent pas... Si vous vous réveillez, vous vous sentez mal, vous vous forcez à aller chercher dans le frigo et boire 50 centilitres d'eau, vous allez être en pleine forme juste après, quoi. C'est hallucinant l'effet que ça a. Et je me demande justement à quoi ça sert le café par rapport à ça, parce que rien que de l'eau, 50 centilitres d'eau fraîche, vous les sentir super bien. Après, vous restez hygiénique, bien sûr, donc ça implique de se doucher, de se brosser les dents aussi. Et donc ça, c'est les premières choses. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est des étirements, notamment parce que, comme beaucoup, je passe beaucoup de temps à l'ordi, pas forcément en me tenant très bien d'ailleurs. Donc c'est vraiment nécessaire. Et je me suis rendu compte que je suis une des personnes les moins flexibles au monde, quoi. Donc Moi aussi, mon Dieu. quand j'essaie de toucher mes orteils, je touche mes genoux quand même, pour te rendre compte du niveau, quoi. C'est une catastrophe totale. Donc, j'essaie de me forcer. Je pense que naturellement, je suis pas flexible, mais j'essaie au moins de garder une certaine. Simplement qu'à 40 ans, je sois pas totalement cassé, quoi. Après aussi, un entraînement physique, mais léger. Donc, ça peut être. Ça dépend de votre condition physique, mais ça peut être, par exemple, je sais pas, 2 fois 50 pompes, puis après, vraiment 2 fois 50 squats, quoi. C'est vraiment pas l'idée, c'est pas de se muscler quoi que ce soit, c'est justement de réveiller son corps et être en forme. Après, je fais 15 minutes de lecture. Donc, c'est de la lecture, donc pas de la fiction, c'est soit des longs passages, business, il y a toujours des livres intéressants à lire. Et à ce moment-là, je commence à mettre au travail, quoi. J'ai aussi une partie aussi où je mange avant, parce que c'est important, comme on dit, le petit déjeuner, c'est quoi? C'est le repas le plus important de la journée. Aide-moi, tu connais ou tu connais pas du tout? Je connais pas, mais Okay. effectivement, c'est une citation de Charles de Gaulle. Le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Exactement. 100% validé. N'allez pas chercher, je peux vous dire que c'est vrai. Et toi, t'en as un ou pas t'en as une de routine matinale?
Alors oui, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc moi j'ai une routine du matin. Moi j'ai un souci, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'endormir et j'ai beaucoup de mal à me réveiller. Donc j'ai dû trouver une astuce parce que je passais le matin, j'arrivais pas à me sortir du lit, quoi. Surtout quand j'ai pas j'ai pas de boss de patron qui m'attend pour me dire t'es en retard. Donc ça devient facile de traîner un peu le C'est matin. ça qui est contre-intuitif, c'est que c'est con quand même comme on est fait, c'est qu'on est moins motivé pour travailler pour nous-mêmes que pour travailler pour quelqu'un d'autre, quoi. C'est quand même bizarre à quel point. En fait, on se rend compte qu'on a très facilement. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'accommodent du travail normal, c'est parce que finalement, c'est plus facile d'avoir une pression externe pour travailler, pour se mettre au boulot, pour se réveiller le matin, qu'une pression interne, en fait. Et donc, il faut développer cette. Alors, Paul, t'es absolument incroyable puisque pour la deuxième fois d'affilée, t'as réussi à teaser l'épisode suivant. Donc, dans l'épisode numéro 3, on parlera justement de comment rester productif quand on n'a pas de patron. Putain, c'était imprévu en plus, incroyable, quoi. Quel homme. Ouais. Voilà, quel talent de broadcaster incroyable. Je pense que ton prochain job, ça sera sur Radio Nova. Pour faire très rapidement, parce que l'épisode a quand même duré assez longtemps, pour faire très rapidement, moi, ce que je fais, c'est que j'ai trouvé que l'astuce, après, c'est toujours des astuces. L'astuce pour moi, c'est de sortir de chez moi dès que je me lève. Donc, je me lève. J'ai jamais entendu ça, c'est assez extrême quand même. Ouais, je titube absolument, je récupère mes habits, j'attrape mon Kindle en sortant et je titube et je vais aller bouffer mon petit-déj dans un café. C'est un café où il y a tous mes potes, ils connaissent déjà mon truc, ils arrivent, ils m'apportent mes œufs, mon café, je retrouve mes potes là-bas, je bouffe pendant une demi-heure. Donc tu oublies la partie hygiène en fait. Bah, je reviens après chez moi. D'accord. C'est à 2 minutes, tu vois, je suis sorti de chez moi. Je reviens chez moi, je fais douche, brossage de dents, après je fais méditation. Et après, je me mets un podcast et puis je vais à mon coworking pour aller bosser. Mais là, vraiment, c'est des rails. Ça change jamais. C'est absolument toujours la même chose. C'est la même séquence d'événements qui arrivent chaque matin qui me permettent de fonctionner, honnêtement, quand mon cerveau prend 1 heure et demie le matin à vraiment démarrer. Et tout ça me prend généralement 1 heure et demie vraiment pour arriver au moment où je suis devant mon ordi et que je commence à bosser. Après, chacun son truc, hein, mais pour moi, c'est le temps que ça prend. Et sur ce, je vais sauter ma recommandation, puisqu'on a fait tous les deux la routine du matin. On va se quitter là. On aura enregistré un 3e épisode que vous pourrez retrouver, qui parlera justement, comme l'a si bien teasé Paul, de comment rester productif quand on n'a pas de patron, parce que c'est un truc, je pense, avec lequel on a tous les deux eu un challenge et on a tous les deux trouvé nos propres astuces pour y arriver. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur le site nomaddigitalpodcast.com. Et puis bien sûr, si vous appréciez ces épisodes, si vous voulez nous encourager à en enregistrer plus, la meilleure chose à faire, c'est d'aller nous laisser une évaluation sur iTunes. À bientôt. Bisous.